Et on est rentré, enfin le bataillon est rentré, je crois le 5 octobre. Et donc le 5 au soir, il de vous dire tout le monde en ville. La bringue. Hein? C'était la bringue. Ah, exactement. Par contre, le 6, pas de permis. C'était le début 6 des octobre. nouvelles. Le début des nouvelles de la déroute. Ben, là-haut, les nouvelles arrivaient qui n'étaient pas fameuses. Et le 9, qui était un lundi, le 9 octobre, on devait rendre nos armes, notre équipement. Le pasteur qui nous embarquait et venait d'arriver à Saigon en débarquant le 7e BCCP. Pour nous, c'était la classe. Et le 8 au matin, on a pris l'alerte et on a sauté le soir. Alors Là, vous étiez rapatriable. Voilà. 1960. Voilà comment on a écrit ça. Mais on était vraiment arrivés à bout. Tous les gars avaient considéré qu'ils s'en étaient sortis, que c'était fini, qu'ils s'en étaient sortis les couilles propres, pas de problème, pas de blessure, rien du tout. Hein. Vous pensez qu'ils vous ont volontairement sacrifié? Ah oui, volontairement. Oui. Oui. Bah, honnêtement, qu'est-ce que vous voulez? On est parti à 200, je crois qu'on était 255, quelque chose comme ça, plus la compagnie de renfort du premier BEP, du lieutenant Lott, là. Comment voulez-vous qu'une équipe de 350 ou 400 gars redresse une situation où deux tabords, le troisième heuré, le BEP s'était fait massacrer, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Si on a permis qu'en occupant une côte, je crois que c'est de la 607, je ne me rappelle pas, ça, les côtes, j'ai plus tellement la Il y a la mémoire. 608 et la 703, Hein? sur longue faille. C'est ça. 608 Donc on a et permis 703. quand même à des gars de passer. Certains prétendent une bonne centaine. Moi j'étais en contrepente. Avec mon stick j'étais en contrepente pour ne pas être pris par l'arrière. Alors je ne voyais pas tellement bien ce qui se passait. Et puis donc une fois qu'il s'est avéré qu'il n'y avait plus personne ne sortirait, on est revenu sur Taquet. Et on a eu l'honneur d'être désigné comme arrière-garde. Ce qui est ça fait plaisir, on était très contents du reste. Et à ce moment-là, Taquet, il y avait une physionomie vraiment particulière parce que c'était une petite bourgade pas désagréable, il y avait des commerces, il y avait une église, il y avait des trucs comme ça, mais tout brûlait. Parce que les commerçants avaient foutu le camp en foutant le feu à tout ce qu'ils ne pouvaient pas emporter. Et malheureusement, il avait un pont à franchir, un pont sur le Song Kekong. Et les Viet avaient réussi à le faire sauter. Et là, ça a été la catastrophe, parce qu'un pont, ça se traverse en 3 minutes, mais une rivière embarque, et pour tout arranger, devant nous, nous avions un tabord. Et vous savez que les tabords se déplacent, ils n'entrent pas dans les villes, ils campent autour des villes. Donc ils ont tout leur tente, leur bordel, leur gamelle, y compris les bonnes femmes de leur BMC. Tout, ils étaient devant nous, et ils ont mis toute la nuit à traverser. Ils ont laissé les barques de l'autre côté. On y était. Ils ont mis toute la nuit à traverser, et encore pour tout arranger, ils ont laissé les barques de l'autre côté. Alors nous on attendait bien gentiment, à la fin il a fallu que des gars en pleine nuit traversaient à la nage au mois d'octobre. Donc c'est déjà des heures qui étaient cruciales sur le repli. À la fin, ces heures-là, on jouait beaucoup sur le repli. Oui. Alors, on aurait dû traverser à 3h, 4h du matin, tout passé. On était de l'autre côté, il était 9h passé. Alors, à 2 ou 4, les Viet nous attendaient. Mais alors, une embuscade, on ne pouvait ni avancer, ni reculer, ni partir à gauche. À partir à droite, on ne pouvait pas, c'était un talweg qui était juste sous le feu d'un poste ganénique que les Viet avaient pris. À gauche, c'était la brousse. On a foutu le camp dans la brousse, c'était la seule solution. Il y a 2 ans,
avec Isabelle, Oui. on est allé sur place. Oui. On a vu la topographie. Oui. Mais du pas que ça a relief. changé, donc, ils ont refait des virages. Alors, la route, elle va tout droit. Ah oui, alors qu'à Et- l'époque. Et à l'époque, il existe encore un petit tronçon. Oui, bah oui, mais c'est à cet endroit-là, c'est à cet endroit où elle faisait en est qu'on a été Exactement. piégé. Et ben on est monté sur Ouais, alors. on est monté sur la butte du poste Gallieni avec un Vietnamien et vu le tour d'horizon, c'est infranchissable parce que à gauche vous aviez un mur de végétation Ah oui, je sais et à bien. droite vous aviez le Sanklikon. Le dimanche, je sais pas, le premier coup de feu, je crois qu'on a eu une dizaine de gars qui ont été alignés sur la route immédiatement. Alors le temps de se filer dans le fossé, des trucs comme ça, non, oui. Il y a une chose que j'ai jamais compris, pourquoi l'évacuation de Kaobang s'est faite par l'RC4. Il y a l'RC3 de l'autre côté. RC 3 bis d'ailleurs. Moi, j'y suis monté je suis monté plusieurs fois, 2 fois à Haute-Région. Je suis monté par la RC3, mais c'est un billard. L'état-major. RC4. L'état-major. Mais même c'est des cons. Ah, faut pas le dire comme ça, hein. Attention, c'est pas poli ça. Sur la RC4, il y a un endroit où la route, c'est la frontière de Chine. À ce moment, il y avait des convois qui se faisaient tirer dessus de Chine et pas le droit de riposter. Parce qu'on ne peut pas tirer sur des Chinois. Il y a eu des centaines de gars qui ont été tués sur cette foutue route et ils ont fait l'évacuation de Kaobang par là. Et donc quand vous embarquez dans les Junkers de Pakmaï pour aller sur Tatke, vous sentez quand même la mission du désespoir ou pas? Vous dites ça va le faire pour une dernière Et fois. croyez que d'avoir enfermé les gars dans la cuvette de Dien Bien Phu, c'était une bonne idée aussi. Mais l'état-major n'a fait qu'accumuler les conneries. Alors là, conneries. Et donc si on est au bas du DO4, là à un moment vous essayez de vous échapper Par la gauche. Par la gauche, c'est assez pentu. Oui, mais enfin, on y arrivait encore. Fallait pas, on risquait de se faire moucher c'est parce que c'était quand même, c'était pas à pic, mais enfin... c'est pentu. Mais enfin, une fois qu'on était dans les broussailles, là, alors là... Et là, vous êtes encore en corps constitué? Oui. C'est chacun pour soi? Mais chaque fois on progressait, on tombait sur une embuscade. Et quand on tombe dans une embuscade, on ne reste pas groupé. On éclate. Et à force de s'éclater, parce qu'on tombait une embuscade, puis une embuscade, puis une embuscade, moi, à un moment, j'étais tout seul. Et puis j'ai récupéré 2 gars, un Chervy, un gars de, je ne sais pas quel GC il était, et un autre dont Cléguer, oui, Cléguer. Et on était tous les 3 qu'on a été prisonniers. Et alors, avec l'impression qu'on était les seuls prisonniers. À ce moment, ils nous ont amenés dans un village, fort bien traité du reste. Ils nous ont donné des cigarettes, une boule de riz à boire, enfin un truc comme ça. Mais on avait vraiment l'impression que tout le monde était passé et qu'il y avait 3 cons. C'était nous. Et quand le lendemain, enfin non, même le soir même, on en a vu d'autres, dont le capitaine Cazot, c'est malheureux à dire, mais ça nous a fait plaisir. Honnêtement, à la réaction, on n'est pas tout seul. D'accord. Ouais, je comprends bien. J'ai assisté en 2012 à une messe qui avait été célébrée aux Invalides à la mémoire des morts de la RC4. Et après, on avait été invité à un repas dans le salon du gouverneur militaire. Et à ma table, il y avait la fille du capitaine Cazot. Et là, je lui ai raconté que j'avais passé ma première nuit de captivité ficelé avec son père. Ah bon, d'accord. Donc, dans le caniveau, on nous avait collé dans le caniveau, les trucs comme ça. Je me souviens que j'avais la flotte il tombait des côtes, qui me rentrait là et qui me ressortait par le pantalon. Et j'ai dormi. Je crois que j'ai jamais si bien dormi de ma vie. Et donc là, on est quoi? On est soulagé d'être en vivant?
on se dit finalement, bah, ça va pas durer longtemps, la captivité. On a une idée déjà sur la souffrance qui arrive? On n'était pas très optimiste, vous savez. Ce qui est surtout, c'est que les premiers temps, on s'est retrouvés donc au village de Longue-Panne, là. Donc on a quitté le prisonnier le 15, le 16, le 17, on a pris la route avec un petit groupe, il y avait Cazot, le capitaine Armstrong, le Toubib, des adjudants, mon lieutenant, le lieutenant Rouget, et puis on était une soixantaine peut-être, puis on est parti, on est repassé à Déocat. Les morts étaient toujours là, ils étaient à poil parce que les Viettes les avaient déshabillés. Enfin. Et on est parti dans la nature, on s'est retrouvé à un moment, on a marché pendant 5 jours. Mais des petites étapes, hein. Ça, les sentinelles ont été sympas, ils ne forçaient pas la cadence, le truc comme ça. Et on est arrivé à un pont. Les officiers auxquels ils avaient ajouté les adjudants et adjudants-chefs sont partis par là. Nous, on a continué notre droit, on est arrivé dans un village qui s'appelait Longue-Panne, il y avait à peu près 300 prisonniers. Mais alors là, le moral... Et puis alors, ils nous ont laissés mijoter. Ils ne s'occupaient pas de nous. Il fallait faire les corvées, aller chercher du bois pour faire cuire le riz, aller chercher de l'eau, et patin et coup de fin. Mais ils nous foutaient la paix, une paix royale. Et évidemment, on discutait entre nous, les gars s'étaient regroupés par nationalité chez les légionnaires et par unité dans la régulière. Donc tous les paras, nous, du 3, on était ensemble. Et on ne pouvait pas s'empêcher de penser qu'à l'heure actuelle, quand notre captivité commençait, qu'on aurait dû être sur le bateau. On devait être sur le bateau. Pas de mystère. Alors ça tracasse. Moral est pas terrible. Ça ne fortifie pas le moral. Hein. Et puis à ce moment-là qu'ont commencé les évasions. Tous les gars ont rêvé d'évasion. Alors là, qui n'avait pas son plan, un plan, par là, il connaissait la route. Il était passé une fois par là, lors d'un précédent séjour, il était persuadé qu'il retrouverait la rue Paul Bert à Hanovre et les doubles dans le nez. Comment voulez-vous vous évader? Comment étaient rythmées les journées? Comment étaient rythmées les journées? La journée, vous ne pouviez pas sortir, vous étiez à couvert? Il y avait des avions qui passaient? On était logés chez l'habitant. D'accord. On était chez les habitants, on leur avait pas demandé leur avis. On les avait poussés dans le fond de leur baraque, et toute la partie de devant, il y avait à peu près entre 20 et 25 prisonniers par baraque. Et donc c'était quoi, les corvées de bois? Il fallait chercher du bois? Aller chercher du bois pour faire cuire le riz, donc pour l'eau. Et le bois n'est pas facile à trouver. Hein. Et les approvisionnements étaient conséquents? Pendant une quinzaine, ils ont foutu une paix royale. C'est comme si on n'existait pas. Par contre, il ne fallait pas se faire prendre à faucher. Hein. Alors là, ça... Enfin, et on fauchait tous autant qu'on était et tout. Hein. Dans chaque baraque, là-bas, il y a l'hôtel des ancêtres. Et tous les jours, on amène des petits des gâteries pour du riz, des fruits, des trucs comme ça. Je veux dire, le truc est déposé, une minute et demie plus tard, il n'y avait plus rien. Alors ils ont compris, ils ont fait l'hôtel des ancêtres dans la partie qui leur était réservée. Vous comprenez? Mais il y avait une garde effective ou vous étiez livré à vous-même avec des... Pardon? Comment ça se rythmait la journée? Ben, pas justement. Il n'y a rien on faisait, de spécial. À part ces corvées élémentaires, on ne faisait rien. Il n'y avait pas encore de lavage de cerveau? Non. Ça a commencé plus tard. Ça a dû commencer. Je situerais ça aux alentours du 10 novembre, à peu près. Hein. On a été réunis c'est là qu'on a fait connaissance du commissaire politique. Parce que le commissaire politique, c'est lui le dieu. Il a le droit de vie ou de mort. Le chef de camp, c'est un fonctionnaire. Il s'occupe du riz, des sentinelles, des trucs comme ça. Mais le commissaire politique, des types remarquables, du reste, complètement bornés par leur idéologie, mais parlant parfaitement le français, ayant tous fait leurs études en France, ou peu s'en foutre, des types très intelligents. Et il nous a réunis, là, et il nous a dit, je l'ai certainement déjà raconté, mais enfin, je m'excuse si je me répète, il nous a dit,
vous êtes Des criminels captifs. de guerre. Ah, super, ça fait plaisir. Vous êtes des criminels de guerre, Excellent. vous méritez tous d'être fusillés. Ça rassure. Ah, ça a été ses propres paroles. J'ai connu des prises de contact plus chaleureuses, vous en doutez. Mais, grâce à la bienveillance du vénérable président Ho Chi Minh, il vous donne une chance de vous racheter. Nous allons faire de vous des hommes nouveaux, tuer le vieil homme qui est en vous, et vous ouvrir à la vérité. Et ça a commencé comme ça. Voilà, camarades combattants. Progressivement, une heure par-ci, une heure par-là, jusqu'à la fin. À la fin, c'était 8 heures par jour. Et là, vous étiez dans des camps tournants ou vous étiez statiques? Hein? Les camps, Oui. ils étaient statiques ou vous tourniez au fur et à mesure pour pas vous faire prendre par l'aviation? Ah ben ça, l'aviation, c'était quand même plus tard, c'était presque un an, c'était en août 51, l'aviation. Hein. Mais vous entendez jamais des avions qui passaient? Oh. Non. On voyait souvent passer des avions, mais les Viettes se mettaient à courir dans tous les sens, nous on rigolait. Tobaï, ça veut dire avion en vietnamien. On pensait ne rien craindre jusqu'à ce fameux 15 octobre, c'est le 15 août tout au moins. Mais les camps étaient mobiles? Ah oui, on se déplaçait énormément. On a l'impression qu'ils nous exhibaient. Comme ça pour faire. Oui. On est quand même resté là au kilomètre 10 de la route Croix-du-Talognes, un village qui s'appelait Fiacao. Oui, Fiacao, on y est quand même resté. Il y a eu les 2 premiers convois libérés sont partis de Laton. On est resté à peu près 3 mois. Et c'est ce village-là qui a été bombardé le 15 août. De toute façon, on a beaucoup bougé. Ça, alors là. Et au fur et à mesure, il y avait des blessés avec vous? Des blessés, des Ils malades? étaient tous morts, les blessés sont tous morts. Tous morts? Il Il n'y avait aucun médicament. Au bombardement, il y a eu 30 morts. Mais il y a eu une cinquantaine de blessés. Ils sont tous partis. Il y en a qu'un qui s'en est sorti, c'est Chanlieu René, parce que je précise René, parce qu'il y avait Chanlieu Lucien aussi. Lui, il avait eu une blessure au petit doigt, au petit orteil. Alors là, ça s'est cicatrisé tant bien que mal, il s'en est sorti. Mais tous les autres sont morts. Il n'y avait pas de médicaments, même pas de mercurochrome, même pas de pansement, il n'y avait rien. Ça veut dire qu'au fur et à mesure des semaines, il y a des camarades qui partaient. Ça veut dire que vous perdiez des camarades au fur et à mesure. Ah ben oui. Comment on le vit ça? Tous les jours, il y avait une corvée d'enterrement. Ça a commencé à Dongpan. Les premiers qui sont partis, ce sont les ivrognes. Les types qui buvaient beaucoup d'alcool. Un sevrage rapide. En 8 jours, il n'y avait plus personne. Et puis après, petit à petit, la malnutrition, et puis il y avait aussi le moral. Hein, parce que on était sur le bateau, il ne faut pas l'oublier. Et on était là. Et pour combien de temps? C'est encore, on pouvait dire, on est là pour 3 mois, 6 mois. Bon, et l'encadrement vietnamien, vous mettez une pression avec des nouvelles d'Europe ou des nouvelles du pays? L'encadrement vietnamien, oui. Il vous mettait le doute avec les nouvelles d'Europe ou les nouvelles... On n'avait aucune nouvelle. Zéro. Absolument aucune nouvelle. Ils ne parlaient pas de leur Aucune victoire. nouvelle. Ça va. Si ou alors les nouvelles tronquées, que en Corée, c'était... Ah, en fait, ils parlaient de leur Ah, victoire. ils ont parlé de la guerre de Corée, qui était une guerre d'agression américaine, évidemment, mais que les Nord-Coréens leur flanquaient une pâtée absolument abominable. C'était juste s'ils n'étaient pas remontés jusqu'à Washington. Limite, quoi. D'accord. Ce qui est terrible dans la dialectique communiste, c'est de nier l'évidence. D'abord, la dialectique en elle-même, il y a fort peu de mots. Je suis certain qu'on peut tenir une conversation avec un communiste convaincu. Avec une centaine de mots, on peut tenir une conversation toute la journée. Parce que c'est toujours les mêmes mots qui reviennent. Toujours.
Alors à la fin on y était habitué, on n'y faisait plus attention. Et donc, entre les sermons politiques, il y avait la corvéderie. Ah oui, ça, bah oui, d'accord, il fallait bien manger, ça là. Et comme il y avait encore des gars valides et vaillants pour se proposer, ou c'était tiré au sort? On prenait un bout d'un drille, et puis enfin, on allait, quand on était à Dongpan, il fallait donc aller à Cornuyenne, qui doit faire une quinzaine de kilomètres. Il y avait un grand dépôt là, à Cornuyenne. J'y suis retourné du reste en 80, je ne sais plus combien. Et on revenait avec 25 kilos de riz, sur le dos, comme ça. Qui choisissait les personnels pour la corvée? Au point de vue personnel, C'est vous qui vous désignez parce que vous étiez vaillant, ou est-ce que c'était un tour organisé? Ou c'était chacun vous pour savez, soi ou... ils étaient quand même, la camaraderie, il y en avait, mais plus tellement. Parce que à force de voir les copains disparaître les uns après les autres, on avait malgré tout une certaine tendance, et c'est chacun pour soi, n'a rien à y faire. Et puis en plus de ça, au fur et à mesure que le temps passait, ils avaient réussi à créer un certain climat de méfiance. On hésitait à trop se confier. On se rencontrait, bon bonjour, comment ça va? Bon, ça va. Puis c'est tout, on n'approfondissait pas, chacun restait sur son compte à soi. On ne se racontait pas. Et donc c'était plus le temps des évasions là, c'était fini ça. Hein? Les évasions c'était fini. Oui, les évasions, c'était le seul intelligent que j'ai connu, c'est un garçon du 3. Dois, c'est un bon copain, il est mort il y a quelques années. Il habitait justement à Roquebrune-sur-Argence. Et c'est un grand type avec un petit peu la tête de Gaulle, un grand pif comme ça. Mais un garçon, mais alors je ne mêlais pas des conversations concernant les évasions, les trucs comme ça. Et puis un beau soir, plus de pattes, il avait foutu le corps. Et les gars qui couchaient à côté de lui l'avaient porté présent à l'appel du soir pour lui donner ses chances. Et puis on dit, bon ben il est parti, espérons qu'il réussira, sans y croire. Et 2 jours après, qu'est-ce qu'on va revenir? Mon Pat, avec un énorme fagot de bois. Il a raconté qu'il était parti en fagot en chercher du bois, mais que le bois était rare, alors qu'il s'était perdu. Ben, les Viet ont cru. J'en ai parlé avec lui, je me dis oui, je me suis aperçu au bout d'une journée, une journée et demie, je me suis aperçu que c'était de la connerie, qu'il n'y avait aucune possibilité. Comment voulez-vous passer pour un bacon, un môme, en train de garder son buffle dans une rizière, qui aperçoit un gars qui passe là-bas, un gars d'1,85 m, c'est pas possible. On n'a aucune chance. Même le commissaire politique qui avait à côté Bissieux, ceux qui veulent s'évader, venez me voir, je vous indiquerai la route et je vous donnerai 3 jours de vivre. Ah oui, donc c'était voué à l'échec alors. Alors qu'il fallait un mois. En admettant qu'on puisse réussir, il fallait un mois. Si ceux qui étaient à Lanxon ont réussi, parce que Lanxon était 150 km plus bas. Alors ils avaient 80 km à faire pour rejoindre les Français de Lanxon. Et il y a eu quand même des sévices où il y a eu des gens qui ont été punis physiquement? Des gens qui ont été punis physiquement pour il y a eu un lieutenant de chez nous, le lieutenant Chevret, évidemment appelé Biquette. Il commandait du GC, le premier commando du GC de Rouget commandait le deuxième. Et il a été fusillé, on l'a appris à ce premier rassemblement, il nous annonçait qu'on était des criminels de guerre. Là. Il nous annonçait, le lieutenant Chevret de mais c'est fusillé pour tenter d'évasion avec violence. On n'en a jamais su davantage. Par contre, mon lieutenant Rougier, alors là, lui, je l'avais surnommé Méphisto, parce qu'il portait des lunettes noires, et il avait l'air aimable comme une porte de prison. Quand on est arrivé à Saint-Brieuc, là, il y avait les tables et tous les nouvelles recrues arrivaient. Un tel, bon, premier commando, deuxième commando, premier commando, et merde, me retrouve au deuxième commando. Alors je voyais mon Chevret, là, vachement sympa, et puis de l'autre côté.
J'ai rien perdu parce qu'il était du feu de Dieu, mon petit père Rougier. Et donc là on sent que bah, ça traîne un peu, pas de nouvelles de métropole, des colis de la Croix-Rouge ou pas? Hein? Il y a des colis de la Croix-Rouge avec des nouvelles? La Croix-Rouge? Des colis? Jamais rien eu. Et pas de nouvelles? Jamais rien. Mais à la Croix-Rouge, ce sont de gros dégueulasses. Parce que ma mère avait été à la Croix-Rouge pour envoyer des colis. On lui a dit, mais oui, certainement, madame, si vous voulez, on leur enverra, on fera le nécessaire, on leur enverra un colis tous les mois. C'est tant par mois. Ah oui. Ils ont rien reçu. Voilà. Carrément. Et pendant 15 mois, ma pauvre mère, elle était dactylo, inutile de vous dire que... Hein, et inutile de dire qu'on n'avait rien reçu. Et donc là, c'était déjà la Bah, période. vous avez une technique particulière. Tous les parachutages que l'armée faisait, donc pour nous, ils envoyaient des médicaments, ils envoyaient des trucs comme ça. On n'en veut pas. On n'en veut pas parce que et ce n'est pas. Ils ont violé l'espace aérien vietnamien. On n'en veut pas. Regardez-moi. Si, une fois, on avait touché, une fois, ils avaient fait un parachutage de vieux vêtements militaires. Moi, j'avais hérité d'une veste américaine, avec ses grandes poches plaquées sur le côté des uniformes américains de 44. J'étais du hasard, je me un beau jour, je l'ai vendu, évidemment, pour pouvoir casser la côte, quoi. Mais autrement, il y a un gars qui a reçu un colis un jour, je me rappelle, il y avait un paquet de gauloises dedans. Vous n'avez pas imaginé le nombre d'amis qu'il a eu dans la journée. Non, tout ça, non, on était complètement abandonnés, ça faut le reconnaître. Et le plus beau de l'histoire, c'est que lorsqu'on a été libérés, on a touché le rappel de solde, qui est un minimum normal, évidemment, mais on nous a retenu la PGA, la prime générale d'alimentation, c'est-à-dire ce qui devait servir à nous nourrir. Alors, quand j'en ai fait la réflexion au trésorier payant, mais il dit qu'il fallait bien nourrir les prisonniers viettes. Voilà. Et la PGA était quand même de 20 piastres par jour. Alors sur 455 jours, ça fait quand même une petite somme. Hein. Et à quelle période vous avez senti que les commissaires politiques là faisaient de la rétention d'informations et vous sentiez qu'il n'y avait pas d'avenir? Les commissaires politiques, ils étaient, comment dire, ils étaient tantôt très copains, et puis l'instant d'après, peau de vache. Il y en avait un qui nous jouait des airs d'accordéon. Ah ouais. Alors il dit, je vais vous jouer un petit air, un air bien de chez vous. Il nous a joué Bir Barrel Polka. Ce qui est allemand, mais enfin, ça c'est un détail. Et des fois c'était sympa, et puis alors quand ils avaient un truc, c'est que quand il y avait des cours d'instruction politique, il n'y avait pas intérêt à laisser l'esprit vagabonder et à penser à un steak frites. Hein. Il fallait suivre parce que, qu'est-ce que je viens de dire? Il y a des gars qui circulaient, qui vous regardaient, on voit bien que si un gars suit un truc, ou s'il pense à autre chose, qu'est-ce que je viens de dire? Et si vous ne répondiez pas, c'est ça. Il fallait toujours être sur la défensive. Au départ, fermer sa gueule, parce qu'il y a eu des... tout à fait au départ, on avait tendance à les envoyer chier. Je reconnais. À ce premier rassemblement là où ils nous annonçaient que Chevret avait été fusillé et qu'on était des criminels de guerre, il a terminé il a clos la séance et nous allons tous chanter en chœur l'International. Il y en a quelques-uns qui ont entonné Nini Pot de chien. Ça ne lui a manifestement pas plu. Mais il est arrivé un jour, on a bel et bien chanté à l'International. Parce que c'était la seule chance de s'en sortir. Ils nous ont fait quand on était à mais comment s'appelle ce village vers Troncanfou, là? Non, m'échappe. Ils ont voulu faire une lettre au président Ho Chi Minh pour lui demander de bien vouloir nous donner une chance de rentrer chez nous, des trucs comme ça. C'est Bergerac qui l'avait fait.
C'est dommage que j'ai pas pu garder le texte, mais alors c'était ciselé. Regardez, il s'engageait pas trop, tout en donnant l'impression qu'au contraire, c'était... Et après, ils ont demandé, il fallait que tout le monde signe. Et il y avait, les gars n'étaient pas enthousiastes. Ils ont mis une semaine à obtenir les signatures. N'empêche que les 50 derniers ont été envoyés dans le camp de discipline. Les 50 derniers qui ont signé. C'était toujours... Nous, moi j'ai été le problème parce qu'ils avaient créé un journal que j'avais très, comment dirais-je, très originalement baptisé La Gazette du Prisonnier. Et alors moi j'avais fait un article sur les bobards, parce que Dieu sait, dans les bobards, c'est un peu circulé. Je crois que j'avais même fait une grille de mots croisés, enfin... Chacun avait, on était 4 ou 5, on avait répondu un petit peu. Qu'est-ce qu'on s'est fait engueuler comme du poisson pourri? Ce qu'ils voulaient, c'était du politique, du constructif. Alors, comme on avait mis le doigt dans le grenade, il fallait bien continuer. Hein. Et au quotidien, quand vous chantiez bien, Hein? quand vous étiez des bons éléments, quand vous jouez le jeu et vous chantiez bien, il y avait de la nourriture ou des choses en plus? Tout le monde a compris tous les gars ont compris que la seule solution de s'en sortir, c'était de fermer sa gueule et de suivre le mouvement. Vouloir nager à contre-courant, ça ne mène nulle part. Et il y avait des petites récompenses quand vous jouez le jeu? Hein? Ils vous donnaient des petites choses en plus, de temps en temps, quand vous jouez le jeu? Non, pas spécialement, non, enfin, on arrivait à grignoter 1 heure de repos de temps en temps. Un jour, quand on travaillait sur la route, la route de Talouille, on avait réussi à avoir un samedi après-midi. Parce qu'on avait fait un match, pour faire un match de volley contre les sentinelles. Qu'on s'était empressé de perdre, vous en doutez. On est dit quel fair play. Quel fair play. Et vous aviez des contacts via le réseau avec les camps des officiers ou pas? Non, aucun. On ne les a jamais vus. On a appris que le capitaine Cazot était mort en octobre 51, mais on n'a jamais. Mais même quand il nous arrivait au cours de corvennerie, à Coin-Nuyen, parce que c'était vraiment le dépôt le principal, d'apercevoir des gars d'un autre camp, on n'avait pas le droit de communiquer. Alors par-dessus, là, je me rappelle, il y avait une immense halle, et le riz était entassé jusqu'au plafond, et par-dessus la halle, on s'envoyait, un tel va bien, un tel est mort, des trucs comme ça, mais on n'avait pas le droit de communiquer. Et les officiers, alors là, n'en parlons pas. Et à l'occasion du décès du capitaine Cazot, comment vous l'avez senti? Vous avez dit, ça y est, c'est le début de la fin, on va jamais rentrer chez nous? Oui, le capitaine Cazot, au départ, lui, n'a jamais voulu. Et à la fin, quand il était condamné, il a dit aux officiers, acceptez leur truc, essayez tout ce que vous voulez, il faut en sortir, il faut que vous en sortiez. Et puis il est mort peu de temps après. De toute manière, j'ai l'impression que le capitaine Cazot n'avait pas envie de rentrer. Parce que malgré tout, bien qu'il y était pour rien, c'est quand même son unité qui avait été anéantie. Et c'est un sacré poids pour un officier. Hein? C'était pas sa faute. Si l'opération était complètement con, si on était tombé sur un adversaire qui était 10 fois supérieur, son bataillon n'existait plus. Comme on avait au GCD, on avait un sous-officier, Arnoux, une pile électrique, ce type-là. Mais il aurait pu commander un bataillon à lui tout seul. Une autorité, un sens du combat et tout. Il avait dû s'engager à 18 ans, il devait en avoir 35 ou quelque chose comme ça. Il était toujours sergent. Pourquoi? Eh oui, une petite casserole qui traîne, quoi. Alors, moi qui suis rentré, qui était un bleu, je suis rentré, me suis retrouvé enfin avoir le même grade que lui, parce que j'ai fini par passer sergent. Il y a quelque chose, il y a des trucs que je n'ai jamais compris. Tout à l'heure, vous évoquiez la cour du protectorat et le capitaine Cazot qui vous saluait. Qu'est-ce qu'il vous demandait? Ben, il me demandait, elle me dit, alors grand, toujours là? Ben, je lui disais, oui, mon capitaine, ça va. Il me dit, bon,
t'as le moral, alors continue. Et puis bon, ils Et partaient. Et quand on s'est séparés, là, au moment où ils sont partis vers le camp des officiers et nous vers Dompad, il nous a tous serré la main, chose qu'il n'avait jamais fait à personne. Il nous a souhaité bonne chance, beau courage et bonne chance. J'espère qu'on se reverra. Et on n'a jamais revu, évidemment. Et donc là, si on revient sur la captivité, Oui, on vient de passer la première année, oui, et malheureusement, en juillet, il y a eu les bombardements. oui. Comment ça a été vécu, ça? Comment? Les bombardements, comment les Vietnamiens vous l'ont emmené? Ils m'ont dit que c'était volontaire ou... Donc à Fiacao, si vous voulez, il y avait la route et il y avait le centre du village, si on peut dire, c'est là que se tenait la cuisine. Et tous les gars étaient logés chez l'habitant toujours, à 50 mètres, 100 mètres, comme ça. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai été de l'autre côté de la rizière, à 200 ou 300 mètres de là. Et on venait à midi et le soir, on venait toucher notre gamelle, notre bol de riz, des trucs comme ça, et la louche de soupe. Alors les gars, soit ils la mangeaient sur place, soit ils rentraient dans leur cognac pour la manger. Surtout qu'il y a des fois, on faisait avec le riz, on en faisait des petites boulettes qu'on faisait chauffer qu'on faisait griller au coin du feu le soir, comme ça. Et ce jour-là, 2 avions sont arrivés. Moi, je les ai vus de l'autre côté. Les indigènes et les sentinelles qui ont commencé à s'éparpiller. Et nous, enfin les autres, regardaient ça. Et puis d'un seul coup, ils se sont même mitraillés. Ah merde. Ça le temps pour la fanfare. Mais enfin, ils étaient que 2, il n'y a pas eu trop de dégâts. Mais ils étaient venus après la soupe, après la distribution de la soupe. Mais le lendemain, ils sont venus à l'heure de la distribution de la soupe. Alors là, il y a eu des dégâts. Il y avait le village était, le centre-village était dominé par un calcaire dans lequel il y avait une grande grotte. Et quand ça a commencé, aussi bien les paysans que les prisonniers, on s'est précipité vers cette grotte pour essayer de se planquer. Manque de bol, il y a eu une bombe qui est tombée à l'entrée. Est-ce que ça a donné quoi, ça? D'ailleurs, je sais pas, je voulais montrer mon tract. Oui, oui, oui. Eh ben, ça explique bien le... D'accord. Tu l'as photographié? Alors là, on a vécu une semaine, à peu près une semaine d'enfer. On était revenus de l'autre côté de la route, au-delà de la rizière. Les cuistots préparaient le riz la nuit, toujours pour les avions, comme ça. On touchait la ration de la journée. Alors, il fallait le garder. On fallait soit tout manger, soit on gardait pour le soir. Mais ça risquait qu'ils moisissent avec la chaleur. Alors on bouffait, tous autant qu'on était, on bouffait tout, et puis on n'avait rien jusqu'au lendemain matin. Et alors de là, il fallait qu'on aille s'éparpiller dans la nature. Il tombait des cordes, et il faisait pas chaud, et puis on n'avait rien sur le dos, comme ça. On est resté une semaine comme ça. Et puis là, ils ont décidé qu'on allait rejoindre le camp 5. Alors on est parti vers le camp 5. Où est-il? J'en sais absolument rien. Mais à chaque journée, on laissait des morts sur place. La libération, Oui. on commençait à l'évoquer ou elle est venue brutalement? Ah ben, le premier convoi, c'était le 10 juin. Il y avait le rassemblement du matin, comme toujours. Et d'habitude, c'était le chef des sentinelles, le monsieur Coe, là, qui était un type vachement sympa, qui faisait le rassemblement et simplement que tout le monde était là. Puis après, bon, on vaquait aux occupations, soit les travaux sur la route, soit les corvées, comme ça. Et ce jour-là, le commissaire politique, il vient. Et il commence à citer des noms. Un tel, un tel, un tel. Vous mettez là, vous mettez là. Donc, et à peu près, à vue de nez, 80 noms. Il nous dit, bon, ben c'est vos camarades vont être libérés, ils vont partir vers les lignes françaises. J'en étais pas. Bon, ben voilà. Alors, il y a eu des embrassades, tu t'écriras chez moi, voilà mon adresse, on peut voir ce qu'on peut faire dans ces cas-là. Et les gars sont partis. 10 août, pratiquement même cérémonial, rassemblement, mais là, le commissaire politique
lit une liste, a également lu une liste. Il a fait mettre les gars de côté, et une fois que tous les gars étaient réunis, en colonne, pas de parti, pas de contact, ils sont pas partis, ils se sont sauvés. Mais alors là, le moral, hein, autant après le premier convoi, le moral, il y a eu une chute de morale, mais après, il est vite remonté. Les gars se sont dit, bon, les Viettes ne nous ont pas bourré le mou, ils nous promettent une libération. Là, il y en a, bon, on va en mettre un coup, on sera du prochain convoi. Mais là, au deuxième convoi, il y avait que ceux qui étaient bien portants qui sont partis. Moi, je venais de me taper une crise de palu quelque temps auparavant, j'étais dans un état... Quelle année? Alors, je ne suis pas parti. Et à ce moment-là, c'était le 10 août, et le 15 août, il y a eu les bombardements. Alors là, ça a été la fin du tour. On a quitté Fiacao, là, le kilomètre 10, pour rejoindre ce foutu camp 5, et puis on a encore traîné de camp en camp comme ça. Et le 18 novembre, troisième convoi. Et ça, cette fois-ci, j'en faisais partie. Mais là, on a encore été déçus parce que d'habitude, pour les 2 premiers convois, les gars prenaient directement la route des lignes françaises. Oui. Alors que nous, au contraire, nous avons remonté dans le nord. Ah merde. Alors on a commencé sérieusement à se demander, mais c'était pour nous regrouper avec des prisonniers d'autres camps qui étaient également libérés. C'est là qu'on a rencontré les ralliés. Les ralliés, c'était Oui. les déserteurs. Et c'est là aussi qu'on a chopé la gale. Parce que nous, on ne l'avait pas, mais dans les autres camps, ils avaient la gale. Nous, on avait les poux de corps, les morpions, tout ce qu'on peut imaginer, mais on n'avait pas de gale. Mais on a rencontré les gars d'autres et on s'est chopé la gale. Ça aussi, c'est agréable. Alors, on a encore eu un mois de Traitement. intensif et on a quand même pris la route des lignes françaises. Ben, il y en avait pour... J'ai été libéré le 10 janvier, on a dû partir vers le 20 décembre, un peu avant. Et sur le volume des prisonniers après le DO4, Oui. vous avez une idée du nombre de gars qui sont restés là-bas? Qui sont morts? Ouais. Ah oui, il y en a. Ben, c'était les premiers, comparativement à d'autres mois, non. Mais enfin, on a quand même laissé une vingtaine de gars. Donc le dernier mois. Alors les premiers, on les a enterrés avec Oui. dans les règles de l'art, si l'on peut dire. On les ficelait dans une natte, on leur creusait un trou de 80 cm, on mettait une croix dessus en brûlant sur la croix son nom, les trucs comme ça, puis après... Au cours de ce fameux convoi là pour rejoindre le camp 5, le gros problème pour les chefs d'équipe, c'était de trouver une corvée pour les enterrements. Parce qu'il faut quand même être assez costaud pour crever un trou. Même un trou de 40 cm de profondeur, avec des outils la plupart du temps en bois, c'est pas évident. Hein. Et donc le grand jour approche. Hein? Vous êtes nouveau, vous êtes préparé à la libération. Oui. Le grand jour approche, et là vous sentez que ça y est, c'est la fin. Ah, mais oui, j'avoue que j'étais assez optimiste. En ce qui concerne personnellement, je ne me faisais pas de soucis quand j'arrive à faire la route. Alors là, pas un seul instant, j'ai pensé que je calerais en cours de route. Je crois qu'on a laissé que 2 gars en cours de route. Hein. Parce qu'ils n'ont pas réussi. Il y en avait un qui s'appelait Néant. C'était le bout en train de la bande. Chaque fois qu'il arrivait, il fallait qu'il sorte une connerie. Vive Pétain, c'est son truc. Là, il arrivait, vive Pétain. Ou alors, oh j'en ai marre, je ne vais pas pouvoir te garder, tu me coûtes trop d'argent, disait Sasson, le gars qui est à côté de lui. Un type merveilleux. Et puis quand le convoi sont formés, il n'était pas bien brillant, alors il se faisait de mauvais sang, il dit, oh, je sais pas si... Alors tout le monde était inquiet, effectivement, on l'a aidé pendant 3 jours, 4 jours. Puis après, c'est plus possible. On ne peut pas porter un gars pendant 20 ou 30 km
même en le déchargeant, parce qu'on repartait avec le fagot, le riz pour la route, évidemment, mais on ne peut pas. Autrement, on y restait soi-même. C'est pas possible. C'est de lui-même qui avait dit non, les gars, demain matin, je pars pas, laissez-moi. Et puis, évidemment, on l'a évidemment jamais revu. On a laissé deux, je ne me rappelle pas du nom de l'autre. Et ils avaient fait un truc, ça, je ne sais pas si vous voulez raconter cette histoire-là. Je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième convoi, un gars, je crois qu'il s'appelait Perry. Mais sous réserve, mais enfin je crois bien que c'est Perry. En arrivant à l'étape le soir, il y a une sentinelle qui le bousculait pour qu'il aille plus vite. Ils l'ont pas envoyé chier, mais enfin il a eu un mouvement d'humeur. Qu'est-ce qu'il n'avait pas fait là? Il a fallu constituer un tribunal. Les juges, c'était des prisonniers. Le défenseur, c'était un prisonnier. L'avocat général, c'était un prisonnier. Qu'est-ce que vous voulez faire? Les gars ont fait ce qu'ils ont pu. Mais ils n'allaient pas sacrifier. Ils ne pouvaient pas sacrifier. Donc ils ont dit que ils ont tergiversé. Ils ont mis ça sur le compte de la fatigue et des trucs comme ça. Alors, non, la fatigue n'est pas une excuse, enfin, tous les arguments de l'autre. Et en définitive, ils ont suggéré que peut-être que. Parce qu'il parlait purement simplement de le fusiller, ça, parce que. Peut-être qu'on pourrait qu'il attende le prochain convoi. Alors, ça a quand même été accepté. Et le type s'en est sorti, hein. Le type s'en est sorti. C'était un type costaud, il était en pleine forme, enfin, pleine forme, autant qu'on puisse être dans des circonstances pareilles, mais enfin, il a réussi il a dû être remonté dans les camps et repartir avec un convoi suivant. Pendant les 200 premiers kilomètres, on circulait de jour, aucun problème, mais après il a fallu circuler de nuit. Et alors, et en silence, parce que et plus on s'approchait des lignes françaises, c'est qu'on était tombé sur une patrouille. Et le dernier jour, on est arrivé, on a traversé une rivière, je me rappelle, dans des espèces de petites. Ces barques, c'est pas des barques, c'est des paniers ronds, qui sont calculés juste pour traverser. Lorsque vous arrivez de l'autre côté, il est plein d'eau. Si pour une quelconque raison vous avez un problème en cours de route, vous coulez avec un truc comme ça. Donc on est arrivé. Et on était arrivé au bord d'une route, elle n'était pas empierrée, là, elle était bitumée, un truc comme ça. Et il y avait deux sentinelles avec ça, ils nous ont dit, le poste est là-bas. Et ils ont foutu le camp. On est resté sur place, il était 4 h du matin à peu près. On est resté sur place bien gentiment, on a attendu qu'il fasse grand jour, pour se rendre compte de se faire allumer par une sentinelle un peu nerveuse. Et on est parti vers le poste en leur faisant des grands signes. Ils ont intimé l'ordre de nous arrêter. Des gars sont venus, ils ont bien vu qui ils étaient. Donc, et là, vous étiez combien de personnel? Là, ils ont libéré dans différents. Moi, j'ai été libéré à Dapkao. C'est un poste sonnette de Bacline. Bon, je sais pas, on était une trentaine peut-être. Alors là, les camions sont venus nous chercher pour nous emmener à la citadelle. On a été désinsectisés. D'abord, les fringues retirées, évidemment. Et traitement pour la gale en même temps. Et le traitement pour la gale, c'est de l'alcool iodé. Ça pique. Et je vous dis pas où, hein. On était dans cette salle, j'ai encore les clés sur la tête, c'était il avait un grand seau devant lui avec un pain de ces trucs dont on sert pour en coller le papier peint. Oui. Et et il y avait une demi-douzaine de gants qui étaient autour en train de danser. Ah, il y avait une photo à faire, elle était belle. Mais c'était efficace, 2 jours après on n'avait plus rien. Et moi, comme j'avais été, mon nom avait été inscrit dans les premiers arrivés à la citadelle, il y avait un avion d'Air France qui partait le lendemain pour Saigon. Il y avait 2 places, moi et un autre. On est parti pour Saigon. On est resté à la caserne Martin des Pellières là, une semaine, quelque chose comme ça. D'ailleurs, on était pour dormir, parce que le reste du temps, on allait bouffer en ville.
Et puis on a embarqué chez le pasteur. Mais alors on était que deux. Vous aviez des nouvelles de l'ossature du bataillon à Hanoï? Vos affaires? Non, bon, non, il n'y avait plus personne. Vous avez fait combien de jours de détention? Hein, Combien de jours de prisonniers? 455. Et c'est quoi qui vous a fait tenir? Hein, C'est quoi qui vous a fait tenir? C'était votre maman? C'était les copains? C'était le revoir une dernière fois le sol de France? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes là aujourd'hui? parce que moi, je pense que la captivité ne m'a pas du tout marqué. Il y a des gars qui sont revenus avec vraiment des problèmes existentiels. Moi, rien du tout. Ça est passé comme une... Mais tous les jours, vous vous dites encore un pas en avant? Oui, et puis surtout, je n'ai jamais considéré, du jour où je suis parti pour la Chine, je n'ai jamais considéré que je n'en reviendrais pas. Donc le moral de... C'est un moral. moral de gagnant. Est-ce du moral, est-ce de l'inconscience, j'en sais rien. Avec mon copain Franck, lui, il avait chopé le typhus, il avait été rapatrié sanitaire au mois de septembre. Mais aussi bien lui que moi, on n'a jamais considéré qu'on n'en reviendrait pas. Je ne sais pas pourquoi, je serais incapable de vous dire pourquoi. Peut-être que j'ai eu une existence assez difficile pendant toute mon enfance, j'ai crevé la dalle, j'ai eu une quantité de problèmes de vivre en nourrice, pour moi, vivre en nourrice. Moi, je voyais ma mère 3 heures par semaine, j'avais pas de père. Parce que ne pas avoir de père à cette époque-là, je vous garantis que c'était un sacré fardeau d'être un bâtard. Moi, on n'a jamais trouvé personne pour me servir de parrain et de marraine, pour mon baptême. Parce que personne ne voulait. On a pris l'enfant de cœur qui a servi la messe. À cette époque-là, il y a des parents qui interdisaient leurs mômes de jouer avec moi parce que j'étais un bâtard. Maintenant, bon, on n'en parle même pas. Et donc c'est une force morale qui est venue de votre enfance. Cette force morale, oui, vous l'avez forgée dans votre enfance, dans la difficulté. Oui, certainement, c'est là, parce que j'en ai pas étant jeune, bon, ça continue. Mais je dis, je n'ai jamais pensé un seul instant. Même j'ai sauté je ne sais combien de fois sur des mines. Les mines, elles m'adoraient. Une fois, le 29 décembre 1949, le jour de mes 21 ans, à ce moment-là, les mines, c'était pas des mines télécommandées, des trucs comme ça, c'était des mines soit on met le pied dessus, soit un gars qui était planqué qui était planqué un peu plus loin, puis il tirait la ficelle. Et ce jour-là, on marchait sur une digue comme ça, et il y a un gars, on était en colonne, et le gars, là, d'une voix, il a mis le grand comme ça doit être de ficelle, il a tiré sur la ficelle. Mais sa mine, au lieu de la mettre comme ça, il l'a mis comme ça. Et c'est le gars qui était derrière moi qui a tout pris. Et c'était un bon copain, il s'appelait Alain, de son caporal Alain. Il est mort sur le coup, il a pris la décharge dans le ventre. Je sais pas, j'ai sauté 20 fois sur des mines. Peut-être une... Je me déclenché, ou j'ouvrais une porte, bon, il y avait une mine comme ça, elle restait accrochée après la porte, la goupille s'était pas retirée, des trucs comme ça. Une fois, on a monté la garde toute la nuit sur un poste de garde, il y avait 2 mines en dessous. Et puis les embuscades. Et comment vous l'expliquez que vous avez eu une bonne étoile? Oh, c'est rien, le pot, je reconnais que j'ai toujours eu énormément de peau, sauf maintenant, ça se termine. Mais de toute manière, le bataillon a eu énormément de peau. Mais le jour du saut de Donquet, on a eu 2 parachutes qui ne se sont pas ouverts, et là on a compris que notre peau, c'était fini la baraque. Ça s'est avéré exact parce que le bataillon a disparu. Donc on arrive au terme de votre carrière et de votre périple indo-chinois. Oui. Vous rentrez à Paris, donc voir votre maman. Et vous aviez encore dans l'esprit de vous rengager ou pas? J'ai envisagé de m'engager. Parce que, je m'avoue, je me suis beaucoup plu à l'armée. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, je me suis plu à l'armée. Et je me suis donc représenté au bureau de recrutement à Paris, 71 au Saint-Dominique, la langue ouverte de la Tour Maubourg. Et j'ai expliqué mon cas. Et elle m'a dit, ah non, en tant qu'ancien prisonnier, vous ne pourrez pas retourner en Indochine. Moi, il y avait que l'Indochine qui m'intéressait. Je n'avais pas envie de me retrouver en Allemagne ou en garnison à Thionville ou à Bar-le-Duc, comprenez alors. En plus de ça, j'avais rencontré la première femme de ma vie. Alors donc, j'ai laissé tomber l'armée. Et comment vous êtes réinséré dans le monde civil après toutes ces aventures? J'ai eu du mal à trouver de boulot parce que
quand on me demandait mon curriculum vitae, le terme CV n'existait pas à l'époque, évidemment, ben, je disais, bon, ben, j'ai passé mon premier bac, parce qu'à l'époque, il y en avait deux. Moi, j'ai pas pu passer le deuxième. Ma mère n'avait pas moyen de payer. Et ben, je disais, ben, j'ai passé mon premier bac. Après, j'ai fait différentes choses. Et puis, je suis parti en Indochine. On vous écrira. Oui. Pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Alors, je suis parti travailler en Belgique, comme avec ma double nationalité. J'étais gouffiat, enfin, barman d'une boîte de nuit, un bar de nuit qui voulait imiter les caves de Saint-Germain-des-Prés, qui s'appelait la Rose Noire, en opposition à la Rose Rouge de la rue de Rennes à Paris. Et j'y ai vu débuter Jacques Brel et Barbara. Et là, je suis resté 1 an et demi, puis je suis rentré en France. J'ai réussi par l'entreprise de la mère du lieutenant de la Croix-Vaubois, qui était prisonnier. Elle m'a trouvé un boulot dans un journal corporatif. Alors là, j'y suis resté, j'ai travaillé 4 ans, là, puis après, je suis rentré dans l'immobilier. Donc si on revient lors de votre engagement en 1948 et l'effectif, combien sont rentrés à l'issue des 2 ans d'Indochine ou à l'issue des camps? Le bouquin de bon droit donne 46% de perte. Entre le combat et la captivité. 46% de perte. C'est énorme. C'est énorme. Et donc si on finit notre petit après-midi, si c'était à refaire, Robert... Ah, moi je repartirais. Ah, ça, c'est la moindre hésitation. Ça, alors là... Parce que ça a été vraiment une des périodes les plus agréables de ma vie. Ça, j'ai beaucoup aimé la vie, militaire. Puis, de toute manière, j'étais parti pour l'aventure. L'aventure avec un an comme ça. Vous étiez servi. Et j'ai été servi, j'ai eu et même le fait d'avoir eu ma dose, ça ne m'en a pas dégoûté. Pour ça, j'ai toujours fait des métiers indépendants pour ne pas être astreint à un horaire, la machine à pointer, des trucs comme ça. Au journal corporatif où je travaillais, c'était le journal de bâtiment. J'étais chargé des adjudications, donc j'étais toujours par mont et par haut. Après, dans l'immobilier, bon aussi, j'ai toujours pas trop de courir à droite et à gauche. Je n'avais pas d'horaire, je ne pointais pas. Dans l'immobilier, mon salaire était fonction de mon travail. Si je travaillais bien, moi, ben, je gagnais bien. Mais si je me la trouvais les 12, ben, je gagnais rien. Alors, on va clôturer la petite après-midi. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme message à un jeune parachutiste qui s'engage aujourd'hui à Carcassonne? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? La vie est belle? Qu'il a choisi la plus belle arme. C'est beau. Ah oui, alors ça, les paras. Ah, mais il y a un esprit para que j'aurais certainement pas retrouvé dans les autres unités. Il y a un esprit para. On nous des rouleurs de mécanique, comme moi j'ai jamais roulé des mécaniques, de toute manière, avec mon mètre 95 et 72 kilos, je me vois mal rouleur de mécanique, j'aurais été un peu ridicule. Vous en conviendrez. Mais non, il y avait des casseurs d'assiettes, mais il y en a partout. Il y en a partout. Non, mais il y a surtout un esprit de corps. Et puis, je pense que j'étais perdu. De toute manière, j'étais avec mon deuxième commando du GC2, pour rien au monde, j'aurais voulu le quitter. Du reste, quand j'ai été nommé cabot-chef, ils ont essayé de me virer dans un autre GC, parce qu'en principe, pour qu'un gars qui monte en grade n'ait pas commandé des gars comme ça. Il n'y a pas trop de Et alors, j'ai dit au lieutenant Roger, mon lieutenant, je préfère renoncer au galon que de quitter le GC2. Et s'il y a des noms comme ça qui vous reviennent à l'esprit, d'officiers, sous-officiers ou de camarades, qu'est-ce que vous auriez comme nom à nous donner là, comme ça, de gens qui vous ont marqué, qui vous ont un petit peu tiré vers le haut? Donc on a vu Bijard. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme sous-officier qui était brillant? Ah ben il y avait Arnoux, ce gars dont je vous parlais. Il y avait l'adjudant-chef Angeron. Ah là, c'était un vieux de la vieille aussi. Oh là là, il avait au moins 45 ans. C'était un placide, mais alors, il ne fallait pas chercher. C'était de l'eau qui dort.
Mais alors, si vous l'aviez bouilli, alors là, ça n'aurait même été au poil. Ça. On va vous emmener à Carcassonne. Ah ouais. Je voudrais tenir jusqu'au mois d'octobre, au mois d'août, là, comme on fait Stranol Vipitaine, ça me ferait plaisir de tenir jusque-là.